Alors, bon après-midi, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'être venus en aussi grand nombre à la première de 2 conférences sur le Portugal. Avant de commencer la conférence, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de se mettre dans l'ambiance du pays qu'on va visiter. Quelle meilleure façon de le faire qu'en musique? Au Portugal, quand on parle de musique, on pense automatiquement au fado. Le fado est une émotion et ceux ou celles qui le chantent le font avec le cœur dans la gorge et avec même une émotion digne d'être vue. Une autre grande vérité, c'est qu'on ne peut pas parler de fado sans parler de Lisbonne. Le fado parle toujours d'amour et de désamour. Le fado trouve son origine au 18e siècle lors de la rencontre entre ses habitants et les marins qui la visitaient. Un mélange d'amour éphémère entre les femmes et les marins dont beaucoup ne reviendront jamais. C'est pourquoi le fado est identifié à un sentiment triste et surtout nostalgique. La musique que vous avez pu entendre tantôt, c'était de cette chanteuse-là, Cesaria Évora, une chanteuse originaire du Cap-Vert qui est une ex-possession du Portugal, dont le style de fado est surnommé la saudade, un mot portugais qui exprime un sentiment complexe où se mêlent nostalgie, mélancolie et espoir. Lors des conquêtes portugaises en Afrique, la saudade exprimait notamment le désir des colons de retrouver leur pays natal. Après une interruption de quelques années, Lucie et moi, la pandémie étant terminée, avons fini par reprendre notre habitude de voyager. C'est ainsi qu'en février dernier, nous avons passé 3 merveilleuses semaines au Portugal pour la première fois. Donc, avec joie que je viens vous raconter aujourd'hui les péripéties de ce voyage en espérant que ça vous intéresse. Avant de parler du voyage, je pense qu'il serait bien d'établir certains paramètres au propos du pays, dont voici le drapeau national. Les couleurs, le rouge et le vert, n'ont pas été choisis au hasard. Le vert symbolise l'espoir en l'avenir, tandis que le rouge est associé à la révolution, au combat et à la conquête. L'originalité de ce drapeau se trouve dans le décentrage de la séparation des 2 couleurs. L'espace du rouge est plus du double de celui du vert. Ce sont les armoiries du pays que l'on trouve à la rencontre des 2 couleurs. Avant de plonger dans le récit du voyage, je pense qu'il est essentiel de dire quelques mots aussi sur l'histoire du pays et sur la géographie. Jusqu'à l'an 1000, le Portugal n'existait pas comme tel. Il se confondait avec l'Espagne pour former la péninsule ibérique. Avant ces années-là, plusieurs peuples sont venus occuper ce territoire. Il y a eu les Celtes qui venaient de la Germanie, les Basques qui venaient des Pyrénées. Évidemment, les Romains étaient partout autour de la Méditerranée, donc ils étaient aussi en péninsule ibérique. Les Huns venus de l'Asie centrale et les Visigoths. C'est en l'an 711 qu'a débuté l'occupation arabo-musulmane venue de l'Afrique du Nord. Cette occupation par les Arabes va durer près de 8 siècles, 800 ans, et se terminer définitivement qu'en 1492, l'année de la découverte de l'Amérique. Ces envahisseurs étaient des Berbères venus du Maroc et de la Mauritanie, d'où le nom de Maures qu'on leur a donné. Le mot Maure s'appelle M-A-U-R-E-S. Seulement la petite région, c'est pour ça que tout ce que vous voyez en vert, c'était la partie de la péninsule qui était occupée par les Arabes. La seule région qui a résisté, c'est la mince petite partie au nord, le royaume des Asturies. Mais les gens du pays ne se sont pas laissés faire comme ça. Et moins de 7 ans après l'envahissement par les Arabes, la reconquête s'est installée, ce qu'ils appellent la Reconquista. Et la reconquête a été très lente, elle a pris 8 siècles avant de réussir, mais elle y est allée progressivement et finalement ils ont réussi en 1492. Sur cette carte-là, vous voyez d'abord la progression du recul des Arabes.
Si on prend, mettons, 2 périodes de temps, la période en jaune, c'est vers l'an 944, c'est quand même plus de 2 siècles après l'invasion. Les chrétiens avaient réussi à libérer toute la partie qui est en jaune dans le nord du pays. Et ainsi de suite. Et la dernière période, de 1480 à 1492, les Arabes étaient simplement limités à la petite zone de la bande vert foncé autour de Grenade, dans le sud. Et en 1492, ils n'y étaient plus du tout. Pendant ce temps-là, le Portugal avait commencé à exister à partir du 12e siècle. On voit, c'est la bande en rouge à gauche de l'image. C'est à compter du 16e siècle que le Portugal s'ouvre sur le monde et envoie des explorateurs tels Vasco da Gama à la recherche de la route des Indes. Là où Christophe Colomb avait échoué en allant du côté de l'Amérique, les Portugais ont réussi à trouver la fameuse route des Indes en passant par la corne de l'Afrique. C'est à partir de ce moment-là que le Portugal étend son hégémonie sur l'Afrique de l'Ouest, les Açores, le Cap-Vert, le Brésil, Hong Kong et Pékin. Il devient une des nations les plus puissantes d'Europe à cause de son vaste empire colonial. Il y a un monument à Lisbonne sur le bord du fleuve qui rend hommage à ces explorateurs-là. Cette image-là nous illustre l'arrivée des Portugais en Amérique du Sud et on voit les tribus amérindiennes qui les attendent sur le rivage. Alors voici l'étendue de l'empire colonial du Portugal. Le Portugal, c'est cette petite pointe minuscule sur l'écran. Et regardez, il contrôlait presque la moitié de l'Amérique du Sud, une partie de l'Afrique. Ils avaient des comptoirs commerciaux en Inde et dans les Philippines, ici qu'à Hong Kong et à Pékin, comme j'ai mentionné. Alors, c'était vraiment devenu une puissance tout à fait mondiale que le Portugal à cette époque-là. Quand Napoléon et ses troupes ont envahi le Portugal au début du 19e siècle, la famille royale portugaise s'est réfugiée au Brésil. En 1821, il rentre au pays pour découvrir que, oh là, la royauté n'a presque plus de droits parce que le pays était devenu une monarchie constitutionnelle. Mais c'est en 1910 que le Portugal se débarrasse complètement de la royauté et devient une république. Durant les années 30 s'installe la dictature du fameux dictateur Salazar, qui était l'émule de Franco en Espagne et qui a été au pouvoir des années 30 allé jusqu'en 1974, où une révolution s'est installée pour le démettre de ses fonctions, et ça s'est appelé le mouvement du 25 avril, le mouvement de la liberté. Quelques mots maintenant de la géographie. Le Portugal est ce minuscule pays qu'on voit tout à fait à l'ouest de l'Europe, qui contient je ne sais pas combien de dizaines de pays. Et il a la forme d'un rectangle de 160 km de large en moyenne. C'est pas beaucoup, 160 km, c'est à peu près 100 000 de large par 560 km du nord au sud. Alors, on voici la carte du pays. Le Portugal compte principalement 2 fleuves. Vous avez au nord, vous avez le Douro, qui va se jeter dans l'océan à la hauteur de Porto, en nord. Et vous avez aussi le Tage, qui prend sa source au milieu du pays, qui descend vers le sud-ouest, et qui va se jeter dans l'océan à la hauteur de Lisbonne. La population du Portugal est d'environ 10 500 000 habitants. Vous voyez ici le Portugal, mais ça inclut aussi la population des Açores, de l'île de Madère, ainsi que les îles Canaries, qui font partie du territoire portugais. Aujourd'hui, je vais traiter de 2 des villes que nous avons visitées. Premièrement, la capitale du pays, Lisbonne, et la petite ville d'Evora, la capitale de la région agricole de l'Alentejo. Commençons par Lisbonne. Nous avons traversé l'Atlantique sans histoire en 6h30 à bord de la compagnie portugaise TAP, qui nous a déposés avec efficacité à Lisbonne. L'appartement que nous avions réservé se trouvait dans cet élégant immeuble
un ancien bureau des postes qui a été transformé en condominium. Il est situé face à un magnifique parc et à 2 pas du fleuve, et du métro et des commerces. Ce quartier est très agréable à visiter. Il y a toutes sortes de surprises à proximité, comme le montrent ces photos. Ici, c'est un kiosque dans un petit parc du quartier où le préposé pouvait servir le café et des pâtisseries aux gens qui allaient s'asseoir dans le parc. Tout à fait charmant. Ça, c'est le Mercado de Ribeira, c'est-à-dire le marché intérieur de Lisbonne. C'est immense. C'est un énorme bâtiment divisé en 2 parties de superficie égale. La première est une cour alimentaire qu'on en trouve dans certains centres commerciaux. Au centre de l'espace, on retrouve de longues tables en bois clair assorties de tabourets où les clients peuvent aller consommer le plat qu'ils viennent de commander. Et tout autour, au périmètre de l'espace, il y a plein de petits comptoirs alimentaires qui offrent des plats des plus diversifiés. Je vais vous en montrer quelques-uns. Vous avez ici des plats italiens, des poissons, des pâtes. Et de l'autre côté, vous avez un espace équivalent où c'est véritablement le marché, avec ses fruits, ses légumes, ses viandes, ses pains, ses fromages, et surtout des poissons et des fruits de mer. En effet, il faut savoir que les Portugais sont un peuple de pêcheurs invétérés qui viennent ratisser les bancs de Terre-Neuve depuis des siècles. Les poissons qu'on voit le plus souvent au menu des restaurants sont la morue et les sardines. Ce sont des pêcheurs portugais qui ont fondé Cape Cod aux États-Unis, le mot cod signifiant morue. Il y a même des boutiques spécialisées dans la vente des poissons en conserve qui sont commercialisés sous des étiquettes fort attrayantes. Il y a même des magasins spécialisés, comme je dis, dans la vente de conserves de poissons. J'ai été étonné d'apprendre que Lisbonne a été construite sur 7 collines qui se touchent toutes. C'est donc dire que les dénivellations sont raides et nombreuses dans cette ville. À l'exception de la zone qu'on voit ici sur la photo à l'avant-plan, qui longe le Tage, donc qui est comme la base ville, si on veut, de Lisbonne. Tous connaissent la topographie de la ville de Québec avec sa base ville et sa haute ville. Vous savez sans doute qu'il existe un funiculaire pour relier ces 2 quartiers de la ville. Eh bien, sachez qu'à Lisbonne, il y en a 3 funiculaires. C'est vous dire à quel point la topographie de la ville est accidentée. Ici, quand vous voyez une rue avec des marches, ça en dit long sur la topographie des lieux. Alors, il y a 3 funiculaires, je disais donc, je vais vous les montrer tous les 3. Alors, ils ont la forme de tramway, de vieux tramways vieillots de Lisbonne. Malgré leur grand âge, les tramways à Lisbonne fonctionnent très bien. Les rues de Lisbonne sont très étroites et ça peut être intimidant de voir ces tramways se diriger vers vous, même si vous êtes sur le trottoir. Ici, on voit un tramway de la ligne 28 qui parcourt 7 km de bout à l'autre de la ville et qui sont devenus légendaires. Ici, vous voyez un tramway plus ornementé que l'autre qui, lui, fait le trajet sur le bord du Tage où la dénivellation est inexistante et c'est tout à fait plat à ce moment-là. Allons visiter un premier monument, le monastère des Hiéronymites. Ce superbe et immense monastère de l'ordre de Saint-Jérôme est un témoignage monumental de la richesse du Portugal à l'époque des découvertes à travers le monde. La première pierre a été posée en 1502 et ce chantier pharaonique sera financé par les produits du commerce des épices et des autres richesses rapportées par les explorateurs portugais. Le monastère a échappé au terrible séisme de 1755 qui a ravagé Lisbonne. Mais, toutefois, 50 ans plus tard, il a été endommagé par les troupes de Napoléon. Ce magnifique bâtiment historique est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983.
Son cloître possède une richesse sculpturale impressionnante. De forme carrée de 55 mètres de côté, il comprend 2 niveaux avec une arcade tout autour. Ici, c'est l'ancien réfectoire des religieux, des religieuses qui étaient là. Ici, c'est un vieux moine qu'on a croisé au passage. J'espère que vous allez admirer toute la richesse de la décoration de ces éléments en pierre. Il n'y a pas un centimètre carré qui n'est pas ouvré dans la pierre. C'est magnifique, absolument magnifique ce monastère-là. C'est vraiment une richesse incroyable. La tour de Bélem, c'est un peu l'emblème de Lisbonne, souvent. Elle a été construite afin de servir à la fois de porte d'entrée à la ville de Lisbonne, mais aussi en tant que partie importante du système de défense de la ville. On voit ici les canons installés à l'intérieur, prêts à tirer sur des envahisseurs éventuels. La tour a été construite entre les années 1515 et 1521. Elle est située à peu près à quelques centaines de mètres du monastère qu'on vient de visiter. L'influence de l'art mauresque est évidente dans les décorations délicates des fenêtres et des balcons cintrés. Les machicoulis, ainsi qu'on nomme le découpage au sommet des murailles, permettaient de laisser tomber sur l'ennemi s'il se trouvait au pied du mur toutes sortes de belles choses, comme de l'huile ou de l'eau bouillante, ou même des pierres. Ici sont décorés de riches ornements sculpturaux. À partir du 17e siècle, la tour a été utilisée comme prison, dont les cellules souterraines étaient régulièrement inondées, évidemment. Ce que vous voyez là, c'est une échauguette, une guérite en pierre située dans les coins des châteaux forts, et il y en a ici sur le tour de Bélem, qui permet à la sentinelle d'observer les déplacements d'éventuels ennemis sans être vus. La traversée de l'Atlantique Sud en 1922. À proximité de la tour de Bélem, toujours sur le long du Tage, se trouve ce mémorial qui rend hommage aux valeureux aviateurs qui ont réussi la première traversée de l'Atlantique Sud en partant de ce même point en hydravion pour aboutir à Rio de Janeiro au Brésil. Cette année-là, 1922, marquait le centenaire de l'indépendance du Brésil quand ces 2 aviateurs portugais décidèrent d'effectuer leur traversée de l'Atlantique. Faire ce voyage sans escale était impossible à cette époque car aucun avion pouvait transporter tout le carburant nécessaire à un tel exploit. Les 2 aviateurs portugais, M. Cabral à gauche qui était le pilote et M. Coulineau qui était son navigateur, avaient choisi un hydravion britannique, le Ferry 3 à moteur Rolls-Royce. Ils sont donc partis de Bélem le 30 mars 1922. Ils vont atterrir aux îles Canaries dans un premier temps. Puis, ils sont repartis 5 jours plus tard pour l'étape de 1370 km jusqu'à São Vicente. Ensuite, leur idée de rejoindre les îles brésiliennes quand ils ont abandonné. Ensuite, leur idée était de rejoindre les îles brésiliennes quand ils se sont rendus compte que leur hydravion consommait plus de carburant que prévu. Ils sont donc résolus de faire escale sur un petit archipel rocheux de Saint-Pierre et Saint-Paul. Ils ont fini par repérer ces minuscules îles au moment où il ne restait que 3 litres dans leur réservoir d'essence. Après de multiples péripéties dont je vous fais grâce, ils ont fini par rejoindre l'Amérique du Sud après 62 heures de vol. Les 2 héros ont été accueillis par une foule enthousiaste et le gouvernement portugais les a décorés par la suite pour ce remarquable exploit. Reprenons la visite de la ville de Lisbonne en allant à la place du commerce. Ce qu'on voit à l'écran, c'est l'Arc de Triomphe de Lisbonne qui constitue le lieu d'entrée officiel
sur cette immense place publique que l'on a baptisée Place du Commerce. Située sur les rives du Tage, ce nom lui a été donné pour souligner la grande importance du commerce généré par les bateaux des marchands qui arrivaient d'outre-mer avec leurs cales chargées à ras-bord de riches matières premières. Les autorités en place au 18e siècle avaient fait construire ces édifices peints en jaune qui délimitent cette place publique vaste de 180 mètres par 200 mètres. Ces édifices abritent des services gouvernementaux tels la justice, l'éducation, la santé et autres. Au centre de la place, on retrouve cette statue équestre du roi Joseph Ier qui a inauguré la place du commerce en 1775, soit 20 ans après que le fameux séisme de 1755 qui avait détruit les bâtiments qui s'y trouvaient alors. On voit ici le dessous de l'Arc de Triomphe qui sépare le quartier du Bengsa de la place. Du côté du fleuve, on voit le débarcadère des bateaux qui est identifié par ces deux pylônes en pierre. Il est très agréable de se promener sous l'arcade du rez-de-chaussée des immeubles gouvernementaux. Il y a un observatoire sur le dessus de l'Arc de Triomphe auquel le public peut accéder et c'est de là qu'ont été prises certaines de nos photos. Le chant du fado. Lucie et moi avions lu qu'il y avait un café où il se chantait le meilleur fado de Lisbonne. Pour éviter de se perdre dans les dédales des rues de la capitale, on s'y est rendu en taxi. Dans cette rue étroite et en pente, évidemment, on a trouvé le café en question où la porte était contrôlée par un gardien qui limitait les entrées. Le nom du restaurant, du café, c'était Tasca de Chico. On avait compris pourquoi. C'est que c'est un endroit où on peut manger et non seulement écouter de la musique. Après chaque prestation des musiciens, la salle ne se vidait pas car les clients continuaient de manger. Comme ce café, grand comme ma main, est appelé à craquer, compte tenu de sa bonne réputation, il fallait attendre qu'une place se libère avant de pouvoir y entrer. Finalement, on a pu y accéder, mais assis sur des tabourets au petit bar. Le spectacle a débuté avec ses deux guitaristes et une jeune chanteuse. Le spectacle nous a beaucoup plu, même s'il se déroulait dans des conditions simples et sans prétention. On s'est considéré chanceux d'avoir pu y assister. Tour de bateau sur le Tage. Par un bel avant-midi ensoleillé, il faut dire qu'en 3 semaines, nous n'avons vu la pluie que 2 fois. Nous avons fait un tour de bateau traditionnel sur le Tage en partant de tout près de la place du commerce où se trouve la garde maritime. D'une durée de 45 minutes, cette balade nous a permis de voir des immeubles le long du rivage d'un autre point de vue, tel le Panthéon national, la cathédrale de Lisbonne et bien sûr la place du commerce. Notre embarcation était un voilier de 15 mètres de longueur qui peut accueillir jusqu'à 50 passagers. Une sympathique guide qu'on voit ici à gauche nous donnait des informations dans un français tout à fait acceptable. À la fin de la sortie, nous avons vu le très long pont du 25 avril, ça s'appelle le jour de la libération que j'ai mentionné tantôt, qui franchit le Tage. Comme vous pouvez voir, c'est très large, le Tage à son embouchure. Ainsi que le traversier qui relie les deux rives du fleuve. Le musée des Azuelos. Cet important musée situé à Lisbonne présente une imposante collection de carrelages en céramique et en faïence, le plus souvent décorés et vitrifiés, que les Portugais appellent azuelos. Ce n'est qu'un des plus de 1000 mots d'origine arabe qu'on retrouve dans la langue portugaise, conséquence de la très longue présence des morts au pays. Alors, ce musée s'est installé dans l'ex-couvent de Madre de Deus, la Mère de Dieu, fondée en 1509, et dont l'ancienne chapelle a été conservée dans un état impeccable et qu'on peut visiter à loisir en même temps que les collections. Lorsque nous avons pénétré dans l'ancienne chapelle, nous avons été émerveillés par cette décoration somptueuse, qui fait de ce couvent un bel exemple du baroque portugais dans toute sa splendeur.
Tout l'espace semble décoré d'azuelos, de sculptures à la feuille d'or ou de peintures. Cette chapelle est un grand espace rectangulaire recouvert. Ici, ce qu'on voit, c'est le plafond. La voûte en berceau avec au sol de la pierre blanche. Bien que construite dans les années 1550, elle n'a été richement décorée qu'après le 18e siècle, lorsque les mines d'or et d'argent ont été découvertes et exploitées au Brésil. Par ailleurs, l'exposition c'est-à-dire en parallèle avec le patrimoine des Azuelos, on nous montre aussi d'autres collections telles celles des crèches de Noël aux nombreux personnages. Par ailleurs, l'exposition de carreaux de céramique vitrifiée compte 7000 pièces, qui donne un bon aperçu de l'évolution de l'art de la faïence, surtout depuis la Renaissance. De très grandes fresques en céramique représentent le panorama de Lisbonne avant le séisme de 1755. Cette fresque a 25 mètres de long et elle comprend 1300 carreaux. En plus des azuelos traditionnels, on nous montre des pièces contemporaines de céramique et de faïence. Certaines comportent beaucoup de fantaisie et même de l'humour. Le château de Cintra. À partir d'une gare dans le centre-ville, nous avons pris un train qui, après 45 minutes, nous a laissés au village de Cintra, charmant village à l'ouest de Lisbonne et au bord de l'Atlantique. Nous sommes partis à l'assaut du Castelo dos Moros, le château des morts, qui domine les hauteurs au-dessus de Cintra. Ce château avait effectivement été construit par les morts pendant l'occupation du Portugal entre les 8e et les 12e siècles pour défendre toute la région immédiate. Comme le château avait été construit sur le roc, il offrait aux morts une position privilégiée et des vues stratégiques sur le littoral et sur les terres des environs. Et des vues stratégiques partout sur les terres. En 1147, les croisés chrétiens ont pris le château d'assaut et ont fini par l'abandonner pour le laisser à l'état de ruine, complètement recouverte par la végétation qui pousse dans la Sierra de Cintra. Le cadre naturel et serein des ruines du château a séduit le roi Ferdinand II, qui a vécu au 19e siècle, le siècle du romantisme. C'est ainsi qu'il s'attela à la restauration de ses remparts et à le transformer en une pièce maîtresse du domaine de son incroyable palais. De nos jours, le Castelo dos Moros dispose toujours du cadre paisible et tranquille qui avait tellement plu au roi Ferdinand. Il bénéficie d'une atmosphère différente des autres sites ultra-touristiques de Cintra. En tant que visiteur, on a trouvé qu'il y avait énormément de choses à voir dans le coin de ce château. Il y a des vieux remparts à explorer, les tours défensives à grimper et des superbes vues à admirer qui avaient incité les morts à construire ce château unique en son genre. Il se trouve à 500 mètres du village historique de Cintra, sauf qu'il se trouve à une altitude de 210 mètres, donc dire qu'il vaut mieux prendre un véhicule pour y accéder. On va retourner maintenant au centre-ville de Lisbonne, au Café à Brasileira, qu'on voit ici. On voit ici la terrasse. Ce café où nous avons pris un repas était le repère préféré des intellectuels et des académiciens du siècle dernier, tel le poète national Fernando Pessoa. Ce dernier le visitait régulièrement pour y consommer soit une absinthe ou un espresso pendant qu'il fumait, lisait ou écrivait. Une statue en bronze qu'on voit à gauche le montre assis à la terrasse comme les autres clients. Ce commerce avait été ouvert au 19e siècle pour écouler les produits en provenance du Brésil, d'où le nom à Brasileira, ce qui à l'époque était rare dans les foyers portugais. Le très beau décor de ce café est dans le style art déco avec ses murs en miroir, ses accessoires en laiton et son bar en chêne.
L'école des beaux-arts, qui est située dans le quartier, et ses 1300 étudiants compétitionnent avec les touristes à tous les jours, à savoir qui pourrait avoir la meilleure place sur la terrasse. C'est M. Pessoa qui a la meilleure place. Pâtisserie portugaise. Le pastel des nata, ou la pâtisserie à la crème, est typique de la cuisine portugaise. Et dans quelques instants, vous allez être transporté là-bas pour en déguster une. Il s'agit d'un flan pâtissier qui peut se manger froid ou tiède. Il semble que cette pâtisserie a été créée au 19e siècle par les religieuses du monastère des Hieronymites, qu'on a vu tantôt, afin d'assurer la survie financière de leur congrégation. Au Portugal, on en trouve dans tous les restos, cafés et même dépanneurs. C'est un bien de consommation très courant. À tous les après-midi, au retour d'une randonnée, on s'arrêtait au Mercado de Libera, chez le pâtissier, pour en manger une ou deux. Il faut dire qu'on les fabriquait sur place, un gage de fraîcheur qui ne trompe pas. D'autres pâtisseries très appréciées sont le pastel des feialhos, qu'on voit ici, qui est à base de haricots blancs, ou le salamé chocolaté, qui est évidemment au chocolat, et ce genre d'étalage très attirant qu'on les voit partout dans les restaurants, les cafés, et même, comme j'ai dit tantôt, dans les dépanneurs. Alors, il y a deux quartiers de Lisbonne qu'on a finalement explorés un peu plus à fond dans les derniers jours de notre séjour là-bas. C'est le Chiado et le Bairro Alto. Alors, je vais vous parler de ces deux quartiers-là. Le Chiado est très tendance, hein, durant le jour, avec ses nombreux commerces populaires, des théâtres, des salles de spectacle. Il renferme des monuments historiques, des boutiques traditionnelles, ainsi que des restaurants et des cafés uniques. Le Chiado, c'est vraiment le quartier chic de la ville. Ce quartier au passé littéraire et politique, est le rendez-vous de la bohème artistique et le cœur de l'activité intellectuelle de Lisbonne. C'est aussi le temple du magasinage. Les boutiques chics et branchées, comme ce magasin d'articles de sport, s'y sont installés et côtoient les boutiques plus traditionnelles. Ce taureau est le symbole de l'équipe de soccer du Portugal. Alors, ce quartier a été détruit en partie en 1988 par un terrible incendie, mais il a été ensuite reconstruit et restauré à l'identique. De nombreux théâtres, musées et places publiques sont le foyer de son activité culturelle et pas seulement commerciale. Quant à l'autre quartier, le Bairro Alto, alors qu'il n'y a pas grand-chose à faire pendant le jour, mais dès que le soleil commence à baisser, de nombreux petits bars ouvrent et permettent d'y faire la fête jusqu'au petit matin, à ce qu'on raconte. Il y a l'église Saint-Roch, qu'on voit ici, qui renferme l'un des intérieurs avec les plus luxueuses décorations de tout le Portugal. C'est une église des Jésuites. Cette importante église baroque du Bairro Alto a été construite au 16e siècle. Elle est une des rares à avoir survécu au séisme dévastateur de 1755. À quelques pas de l'église, on retrouve le jardin de São Pedro, qui est un parc tranquille avec ses statues, ses bancs et ses fontaines. Il offre de plus de splendides points de vue sur le centre-ville de Lisbonne. On accède à ce jardin en prenant un des 3 funiculaires qui nous propulsent à cette hauteur. Au milieu du parc, il y avait au sol cette plaque commémorative. Jean Moulin, Lisbonne 1941. Alors j'ai fait un peu de recherche et j'ai trouvé à quoi ça faisait référence. C'est que Moulin, qui était le meneur des maquisards de la résistance française pendant que son pays était sous le joug des Allemands, ce Jean Moulin avait passé 5 semaines à Lisbonne en 1941, où il a rédigé un rapport sur l'état des forces de la résistance et sur son plan et les efforts nécessaires pour foutre les nazis dehors. Il a ensuite quitté le Portugal, qui était resté neutre pendant la guerre,
pour aller rencontrer le général de Gaulle à Londres. Cet ascenseur extérieur, en pleine rue commerçante, porte le nom de Santa Augusta. Il a été construit entre 1900 et 1902. D'une hauteur de 45 mètres, il est fabriqué en fer forgé, avec au sommet un belvédère offrant une vue magnifique sur la basse ville et même sur le Tage. Il a été conçu par M. de Ponsard, un ingénieur portugais né à Porto de parents français. C'est aussi lui qui a conçu les 3 funiculaires de Lisbonne qu'on a vus tantôt. L'ascenseur possède 2 cabines, décorées en bois à l'intérieur, pouvant accueillir 24 passagers chacune. Contrairement à ce que plusieurs sources racontent, Gustave Eiffel, l'ingénieur créateur de la fameuse tour à Paris, n'a rien eu à voir avec ce projet d'ascenseur. Après ces 6 journées très bien remplies à explorer Lisbonne et tous ses attraits, nous nous sommes dirigés vers notre coup de cœur du voyage, la charmante et étonnante ville d'Évora. Avec ses 56 000 habitants, Évora est la capitale de la région de l'Alentejo, une des 7 régions du Portugal. C'est une région très vaste, mais très peu peuplée, parce que c'est une région principalement agricole. Alors, cette ville a été fondée par les Romains qui en firent une forteresse. C'est une ville fortifiée, comme vous pouvez voir. Il y a tellement d'édifices anciens à Évora qu'on la surnomme affectueusement la cité-musée. Elle est très bien sûr, évidemment classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Comme ce fut le cas dans tout le sud de la péninsule ibérique, la ville passa sous la domination des Visigoths au 5e siècle, puis suivirent les Maures au 8e siècle. Avec les Arabes au pouvoir, la ville devint une importante cité commerçante, essentiellement tournée vers les commerces de vin, de l'huile d'olive et du blé. Après la reconquête chrétienne de la contrée, la ville accueillit plusieurs rois en séjour. Aujourd'hui, Évora est une ville courue par les touristes intéressés par ses murailles, ses ruelles, son aqueduc romain qu'on voit ici, qui est encore debout, ses maisons blanchies à la chaux, ses terrasses fleuries et ses patios dallés. Même si la ville semble être très touristique, quand on voit les prix chargés dans ces commerces, on se rend compte qu'on est loin du tourisme de masse, car les prix à Évora sont très raisonnables. Voici un gros plan de l'aqueduc, des arches qui supportent l'aqueduc de Évora. La place principale de Évora s'appelle la place de Giraldo, qui est vraiment au cœur de cette petite ville fortifiée. C'est le lieu de rencontre par excellence, avec ses cafés, avec leurs terrasses, ses magasins et l'office du tourisme. À l'une des extrémités se trouve la fontaine en marbre, dotée de 8 jets, représentant les 8 rues qui aboutissent à la place. Derrière, on voit la façade de l'église Santo Antão. L'intérieur de cette église est plutôt sobre et nous avons remarqué sous un autel latéral, c'est la statue de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont on a remarqué particulièrement les pieds très longs. Cette église, construite en 1557 dans le style Renaissance, a été édifiée sur le site de l'ermitage médiéval de Santo Antonino. Sa construction a nécessité, hélas, la destruction de l'Arc de Triomphe érigé par les Romains. Notre appartement se trouvait dans cette rue étroite, dans le quartier ouvrier, à 3 pas de la place de Giraldo. Dans cet environnement très paisible se trouve la façade de l'appartement complètement restaurée à l'extérieur, comme à l'intérieur où se trouve le plafond de 14 pieds, dans un design dernier cri. On a trouvé que c'était un paradis vraiment. La cathédrale d'Évora. Cette cathédrale, qui est la plus vaste du Portugal, a été commencée en 1186 et achevée en 1250. Elle ne pouvait pas être commencée avant parce qu'évidemment, la présence des Arabes dans la ville.
Ce monument en granit se situe dans la transition entre le style roman et le style gothique qui commençait à émerger. Plusieurs retables en bois sculptés et finis à la feuille d'or et d'autres améliorations ou décorations sont de l'époque baroque. Au XVIIIe siècle, on ajoute une nouvelle chapelle majeure sous le patronage du roi. Le cloître qui fut construit autour de 1325 est décoré de statues des apôtres. Deux archevêques du XXe siècle sont enterrés dans l'aile sud du cloître. À l'intérieur, l'austérité romano-gothique y côtoie la vastitude des lieux. La façade de la cathédrale est flanquée de deux tours médiévales. La tour nord est terminée par un toit en pointe pavé d'azuelos. Il est possible d'accéder à la toiture de la cathédrale, ce qui nous a permis de faire ces photos qu'on voit. La tour nord, la tour sud plutôt, est terminée par une structure carrée qui abrite un clocher qui est toujours en usage. Passons maintenant aux ruines romaines d'Évora. Le temple romain d'Évora, aussi appelé le temple de Diane, est un bâtiment datant du 2e siècle après Jésus-Christ et il est localisé dans le centre de la ville, à quelques enjambées de la place de Giraldo. C'est l'un des témoins de la présence romaine au Portugal. Ça, il est l'aqueduc. L'appellation du temple de Diane est le fait d'une légende qui remonte au 17e siècle. Ce temple avait probablement été construit pour rendre hommage à l'empereur Auguste sur la place principale de Évora d'alors. Il a été partiellement démoli ou abîmé à l'époque des grandes invasions par les Huns venus de l'Asie au 5e siècle. Les ruines de ce temple sont d'autant et sont tout ce qui reste du forum de la ville après son pillage par les envahisseurs. Et quand même, ça donne une très bonne idée de ce que le temple avait l'air. Au Moyen Âge, les ruines du temple furent incorporées à une tour du château d'Évora. À sa base, les colonnes et les architraves étaient incrustées dans les murs du bâtiment médiéval. Le temple a été utilisé comme boucherie depuis le 16e siècle jusqu'en 1836. Après 1871, une restauration historique du temple a été entreprise sous la direction d'un architecte. On trouve encore le podium d'origine fait des blocs de granit de forme autant rectangulaire qu'irrégulière. La face sud de la base disposait d'escaliers aujourd'hui disparus. De nombreuses colonnes disposent toujours de leurs chapiteaux de l'ordre corinthien. Ces chapiteaux et les barres des colonnes sont en marbre, tandis que le fût des colonnes sont en granit. Les ruines romaines d'Évora ne se limitent pas à ce temple. En effet, en 1987, des fouilles entreprises dans la partie la plus ancienne de l'hôtel de ville ont révélé la présence de thermes romains. Ce sont des bains publics de cette époque, un lieu essentiel pour la communauté où on venait non seulement pour se laver, mais aussi pour échanger, se rencontrer, voire y faire des affaires. L'espace à visiter couvre 300 mètres carrés et se divise en 3 zones. Vous avez d'abord le Laconicium, qui est la salle circulaire pour les bains qu'on voit ici à l'écran, pour les bains chauds et la vapeur. Vous aviez également le Préfournium, qui renfermait la fournaise pour le chauffage de l'eau, et le Natatio, qui était la piscine extérieure. La Capella dos Ossos, ou la chapelle des ossements. C'est un des monuments les plus connus d'Évora. Il s'agit d'une petite chapelle à l'intérieur de cette immense église Saint-François. Elle était inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Au 16e siècle, les 42 cimetières des monastères d'Évora et des environs occupaient trop d'espace et débordaient d'ossements à cause des nombreuses épidémies de peste qui avaient frappé le Portugal. Pour régler ce problème, des moines franciscains de la ville décidèrent de déterrer des ossements des morts et de les utiliser pour créer une chapelle d'ossements dédiée au Christ portant sa croix.
dans la grande salle qui leur servait de dortoir et de salle de réflexion. Au-dessus de l'entrée, ils ont accroché l'affiche suivante. « Nous, les os ici présents, attendons que les vôtres nous rejoignent. » Les murs et les 8 colonnes de la chapelle sont décorés d'os longs, soigneusement alignés et de crânes maintenus dans du ciment. Le nombre de squelettes estimé pour réaliser cette œuvre serait de 5000 en provenance des cimetières des églises des alentours. La chapelle aurait, entre autres, été construite pour garantir qu'il reste dans un lieu sanctifié. L'édifice, bien que fascinant, peut paraître morbide, mais il a été érigé par les franciscains dans un but religieux. Au 16e siècle, la vie était courte et la maladie et la mort pouvaient être soudaines. C'est une manifestation de la piété de l'époque. Après vous avoir mis l'estomac à l'envers avec ce qui vient de précéder, je vais tenter de le remettre dans le bon sens en vous parlant de fine cuisine qui était au rendez-vous à Évora. Nous avons eu le bonheur de manger dans 2 très bons restaurants à Évora. Le premier, qui se nomme Origène, dont on voit ici l'entrée, avait des étiquettes du guide Michelin à la porte. Pour dire vrai, j'ignore ce que ça implique, mais je me suis dit que ça pouvait être que positif. Et oui, ça l'était. Dans une cuisine complètement ouverte sur la salle à manger, le chef préparait ses plats sous le regard attentif des clients. Le menu était très nouvelle cuisine avec une tendance sur les légumes locaux. Mon potage à la citrouille et fromage à la crème était inoubliable. Lucie, quant à elle, s'est délectée de mérou et de carottes en purée. Les autres clients étaient des Américains qui semblaient bien apprécier les plats, mais surtout la carte des vins. L'autre restaurant s'appelle Momentos. Oups, les voir. Momentos, qu'on voit ici. Et c'est là que nous avons causé avec ce monsieur qui est le propriétaire. Tout un personnage, haut en couleur et qui parlait un excellent français, qui nous a dit avoir appris à l'école d'Évora. Très dans le vent, il nous vantait des plats préparés avec des légumes locaux frais et pas toujours conformes à la forme idéale. Très sympathique, il nous a donné une table près du foyer. Il nous a offert de nous mettre la musique de notre choix. Je me sentais choyé vraiment. À la sortie de table, il nous a incité pour nous présenter son cuisinier. Le village fantôme de Montsaraz. Durant ce voyage, contrairement au précédent, nous avions décidé à l'avance de ne pas louer d'auto, mais de nous fier au transport en commun. Effectivement, nous avons utilisé train, tramway, autobus, métro et taxi au Portugal, et c'est un choix que nous n'avons pas regretté. Lorsque l'envie nous prit de voir la région autour d'Évora, nous avons retenu les services d'un guide avec sa camionnette. Comme nous étions hors saison au mois de février, nous nous sommes retrouvés ses seuls clients cette journée-là. Chouette. La destination principale était le village fantôme de Montsaraz. Les chemins faisant, il nous a suggéré de visiter un atelier de poterie qu'il connaissait. Il nous a raconté avant d'entrer que c'était une entreprise familiale du frère et de sa sœur. Quand sa sœur s'est mariée, le frère l'a très mal pris, au point que maintenant ils ont divisé l'atelier en 2, chacun ayant son atelier à lui. Ouais. On voit ici le frère en train de travailler dans sa portion de l'atelier. Et on voit ici maintenant les œuvres finies qui attendent pour être cuites au four. Chacun autant le frère que la sœur, avait une équipe qui s'occupait d'appliquer la couleur et d'appliquer la couleur et les motifs sur les poteries qui étaient produites. Ça, c'est l'équipe du frère. Ça, c'est l'équipe de la sœur. Le village de Montsaraz, qui était notre destination, était quelques kilomètres plus loin, à proximité de l'Espagne, qui était de l'autre côté de la chaîne de montagnes. On dit que ce village haut perché est fantôme. Pourquoi? À cause du petit nombre d'habitants et l'absence de services tels épicerie, pharmacie, station-service, école ou clinique. Les 31 personnes qui y vivent sont ravitaillées une fois la semaine de l'extérieur. À cause de sa position stratégique en hauteur,
Monsaraz est habité depuis la préhistoire, imaginez. Au 8e siècle, ce village tomba aux mains des morts. Le nom même de Monsaraz est d'origine arabe. Vous remarquez que les mots qui contiennent un Z comme Azuelos et Monsaraz sont habituellement d'origine arabe. En 1167, une troupe de chevaliers partis d'Évora est parvenue à défaire les musulmans et reconquérir le village. Mais cette victoire fut de courte durée. On voit ici l'église du village. Car les envahisseurs réussissent à la reprendre et ce ne sera qu'en 1232 que les chevaliers templiers vont définitivement libérer Monsaraz. L'imposant château qu'on voit au bout de la rue, qui domine le village, a été construit par la suite pour le protéger. Le guide nous a appris qu'il se tenait dans des corridas dans la cour du château il y a quelques années, à peine. On voit ici les gens qui se promènent sur les murailles, et on voit ici, à l'époque des corridas, les gens s'assoyaient dans les gradins ici, et le torero et le taureau étaient sur l'arène à leurs pieds. Du château, les vues sur la région sont époustouflantes, comme vous allez voir. Ce que vous voyez à l'horizon, ce lac, c'est le plus grand lac artificiel d'Europe dont je vais vous parler tantôt. Remarquez la grandeur et l'étendue de ce lac et la vue époustouflante qu'on a à partir des hauteurs du château. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait un coiffeur qui venait au village une fois par mois et il s'installait, il travaillait en plein air, pourquoi pas, quand il fait beau comme au Portugal, pour faire son métier. Alors, le lac Alqueva, qu'on a vu tantôt, à partir du village, on voit dans la plaine l'immense lac Alqueva, le plus grand lac artificiel de l'Europe, qui mesure 250 km². C'est énorme. Celui-ci sert à plusieurs fonctions. D'abord, c'est le réservoir du barrage central hydroélectrique bâti sur le fleuve Guadiana il y a quelques années. Alors, ça sert de réservoir au barrage hydroélectrique, mais aussi ça sert par un savant système d'irrigation à irriguer les nombreuses terres agricoles qui sont dans les barrages. Le lac a aussi des fonctions sportives et touristiques, comme bien des plans d'eau de cette envergure. On a construit des ponts, des sites touristiques autour du lac. Au retour, notre guide nous a amené de faire une dégustation des produits de vignoble de ce coin. La jeune femme qui nous a expliqué qu'elle faisait goûter la gamme des vins de la maison nous a parlé d'un de ceux-ci qui sortait de l'ordinaire. Il y a 8 ans, le gérant de l'entreprise a eu une idée saugrenue. Immerger 30 000 bouteilles de vin blanc à 30 mètres de profondeur dans le lac Alqueva pendant 8 mois pour faire la maturation du vin. Pour assurer l'étanchéité des bouteilles avant leur immersion, les bouchons de celles-ci ont été scellés manuellement à la cire. Cette idée a été un succès car il semble que la noirceur et le fond de l'eau, en plus de la pression sur les bouteilles, a produit une cuvée exceptionnelle qui porte le nom de Condé, si jamais vous la voyez sur les tablettes de la SAQ. Intrigués que nous étions, nous n'avons pu résister à l'envie d'en acheter une bouteille. Bu quelques jours plus tard, on a grandement apprécié ces gens qui ont de l'audace. Ça, c'est les vins qu'on a dégustés. Une gorgée. Alors, de retour à Évora, après cette balade fort instructive et plaisante, on a remercié chaleureusement notre guide Yoao, qui nous a fait faire de bien belles découvertes. Qu'avons-nous retenu de la visite de ces deux villes, Lisbonne et Évora? Lisbonne, bien sûr, est une capitale européenne sophistiquée sous certains aspects,
qui déborde de sites fort intéressants, remplis de charme et d'histoire. Accidenté, le mot est faible. Pour être honnête, je vais l'avouer qu'une personne de mon âge, j'appréhendais au début de pouvoir manœuvrer dans ces rues très accidentées et à pic. Mais finalement, avec la panoplie et l'excellence des transports en commun, ça n'a jamais été un empêchement à visiter quoi que ce soit. C'est une ville très propre, avec une population très accueillante envers les touristes. Ce qui m'a frappé à Lisbonne, c'est l'abondance des cafés et des restaurants. Je faisais à peine une blague quand je disais que nous n'étions jamais à plus de 100 mètres d'une place où manger ou boire. Certains mentionnent que le Portugal est une des destinations les moins chères d'Europe. Je suis tout à fait de cet avis-là, après avoir visité plusieurs pays d'Europe. Évora, quant à elle, nous a charmés par sa taille de petite ville où tout peut se faire à pied. Ses petites rues étroites avec ses façades blanches étaient craquantes. Les activités exceptionnelles possibles et ces restaurants dont la cuisine était d'un raffinement inattendu pour une petite ville de province, et c'est sans parler de notre appartement au design génial. Tout ça en fait en sorte qu'Évora a vraiment été notre coup de cœur et a rendu ce voyage inoubliable. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour connaître la suite de ce voyage dans 2 semaines, le 27 septembre, alors qu'il sera question de la ville de Porto et des nombreuses stations balnéaires de l'Algarve, tout à fait dans le sud du pays, qu'on pourrait surnommer la Floride des Portugais. Alors voici, voilà. Merci.